Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Grand Jury. Grand Jury reçoit ce soir Monsieur Modibo Mao Magalou, il est économiste. Monsieur Magalou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Antoine Solange Dambélé. Ça faisait quelques moments. Un petit moment, oui. Ça va quand même? Je vais bien, et vous? Dieu merci. Alhamdulillah. Et donc, bienvenue chez nous, devant le Grand Jury. Avec moi ce soir pour vous interroger, monsieur Abdraman Keita, directeur de publication du journal Le Témoin, fidèle au poste toujours. Monsieur Keita, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ok. D'accord. Et monsieur El Hadj, le mot m'échappe très souvent là. El Hadj Shahana Takiou. Il faut bien dire ça. C'est bien ça. Donc, on a insisté à ton nom, ils disent El Hajjaj. Ah, El Hajjaj. Le Hajjaj. Ah là, c'est intéressant. Ouais. Directeur de publication du journal le 22 septembre. El Hadj. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, alhamdoulilah. Dieu merci. Bien. Donc, monsieur, vous êtes devant le Grand Jury aujourd'hui. Donc, avant d'aller, voilà, je vous ai présenté les deux mousquetaires qui sont là. Oui. Votre appréciation sur la composition du jury? Le jury, ce sont des connaissances de longue date, des journalistes très incisifs, qui ne font pas dans la dentelle, qui disent ce qu'ils pensent, et qui... C'est la deuxième fois que je passe devant eux, qui ne vous laissent pas de tout repos. Il faut vraiment venir préparé et prêt à répondre à leurs questions. Oui. Donc, je pense que non, c'est un bon jury et c'est un plaisir d'être devant eux encore. Merci bien, monsieur Magalou Keita. Ouais, bon, c'est un bon invité, un non moins bon invité, parce que en réalité, heureusement qu'il y a des clients, des cadres comme Magalou qui se prêtent au jeu, puisque depuis un certain temps, il contribue à maintenir ce grand jury en vie. Depuis un certain temps, vous le savez, monsieur le président, nous avons des problèmes, nous avons beaucoup de peine à avoir vraiment des invités. Pourquoi? Je suis vu la situation politique dans laquelle cette transition nous a plongé. Les hommes politiques qui sont d'habitude nos invités, nos clients ici, se dérobent pour la plupart de leur tâche de venir exécuter, puisqu'ils ont peur, la chape de plomb. Donc vraiment, je salue le courage et la disponibilité de notre invité qui est à son deuxième passage, puisqu'il contribue non seulement à diversifier le plateau, mais aussi à le maintenir en vie. Merci Keita. El Hadj. Ben, je joins ma voix à celle de Keita pour dire la même chose, donc on passe rapidement aux questions. D'accord, donc il faut ouvrir le débat. Oui, monsieur Makalou, vous êtes un économiste bien connu sur la scène politique malienne. On parle d'économie aujourd'hui. Nous sommes dans une situation sécuritaire très tendue, où récemment même les terroristes ont brûlé 3 usines. Ils ont mis le feu dans 3 unités industrielles, entraînant des centaines de Maliens en chômage, et avec ce qu'il y a comme une perte pour le cordon, pour la fiscalité, bien sûr. Est-ce que notre économie peut rebondir dans cette situation sécuritaire et dans la disparition à petit feu de nos unités industrielles? Merci bien, M. Takiou. D'abord, une pensée pieuse pour toutes les victimes de la barbarie et des forces du mal dans notre pays et dans le monde. Pensée pieuse pour les familles endeuillées et prompt rétablissement aux blessés. Mais votre question est très pertinente. Vous savez, nous traversons une crise multidimensionnelle depuis 2012. Et vous le savez, la crise, elle est politique, elle est institutionnelle, elle est économique, elle est sociale, elle est aussi humanitaire. Il y a de nombreux déplacés internes et externes dont on ne parle pas. Et cela affecte surtout les zones rurales. Et vous savez, les zones rurales nourrissent les zones urbaines. Et nous avons 70% de la population du Mali qui vit dans les zones rurales.
Maintenant, vous venez de toucher un deuxième point. Quelle est la structure de notre économie? L'économie est divisée en 3 strates. Il y a le secteur primaire, agro-silvo-pastoral, qui était la mère nourricière d'abord de notre pays, et surtout avec le coton. Je vous ai dit un peu plus tôt, vous savez, le bétail et l'arachide, à l'indépendance en 1960, constituaient 70% de ce que nous vendions comme biens et services à l'extérieur. Mais avec le coton, c'est une culture névralgique pour nous. Maintenant, le secteur primaire agro-silvo-pastoral, c'était pendant longtemps 40% du PIB, produit intérieur brut, qui mesure la valeur des biens et des services produits dans un pays pendant une année. Donc l'activité économique. 40% était basé sur le secteur primaire. Ça a baissé, aujourd'hui nous sommes à 35%. Le coton? Non, le secteur primaire. Le coton est en train de baisser aussi. Je vais revenir au coton par rapport à l'or. Le coton est en train de baisser en tant que culture d'exportation et son poids dans l'économie est en train de baisser. Et ça, c'est très dangereux pour nous. Il faut qu'on y prête la plus grande attention. Sociale évidente. Absolument. Vous avez entièrement raison. Donc, on avait 40% pour le secteur primaire. Maintenant, nous sommes à 35%. Le secteur secondaire dont vous parlez, les mines et l'industrie, la crise énergétique est en train de frapper nos unités industrielles qui ne constituent que 6% du PIB. Sur les 20%, 6% du PIB, ce sont les unités industrielles. Et ce sont ces unités industrielles qui ont été attaquées encore hier. Sans compter l'impact déjà de la crise énergétique sur ces unités industrielles. Donc, cela va affecter nécessairement ce secteur secondaire encore en termes de PIB. Et le secteur tertiaire, ce sont les secteurs des services, commerce, transport, finance, tout cela. Là, c'est avec les mauvaises routes, elles sont atteintes. Bon, oui. La route des cailles, qui achemine. Non, mais c'est la guérilla économique actuellement, parce que la région de Caille, vous savez, toutes les mines, Loulo-Bungoto, c'est un tiers des recettes minières de l'État malien. C'est 8000 employés. C'est la plus grande mine d'or, en fait, les 2 plus grandes mines d'or ensemble du Mali et la deuxième d'Afrique. Et parmi les 10 plus grandes au monde. Donc maintenant, vous avez vu qu'on a attaqué des engins lourds par rapport aux mines. On attaque des unités de production aujourd'hui. Mais pour quel dessein? C'est pour asphyxier, isoler cette première région. Mais maintenant, quelle est l'importance de cette région par rapport à nous? Il faut réfléchir en termes du port de Dakar. C'est fait contre la région ou contre les autorités? C'est fait contre le pays. Ou les deux à la fois, bien sûr. C'est pour asphyxier économiquement le pays lui-même. Parce que, là où je voulais en venir, le port de Dakar, 70% de nos exportations passent par ce port. Vous avez dit, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer. Maintenant, si nous avons ce genre de guérilla, de terrorisme économique au niveau de Caille, ça risque de couper Caille de Bamako et Caille de Dakar aussi. Donc, il faut qu'on se lève et qu'on puisse circonscrire ce problème très rapidement. D'accord, M. Keita. Oui, mais moi j'y ajoute aussi, en plus ce que vous avez déjà dit, en plus de la crise sécuritaire, nous avons aussi une crise institutionnelle qui aujourd'hui vient de se manifester par la prorogation effective du mandat pour une durée indéterminée des autorités ici. Comment voyez-vous la perspective économique avec cette crise sécuritaire ajoutée encore à une exacerbation de cette instabilité, de cette irrégularité institutionnelle? Vous savez, moi, je suis un optimiste. Je ne suis pas un optimiste BR, je suis un optimiste. Certains disent que je suis mou, certains disent que je ne suis pas tranchant, mais ce n'est pas ça. Moi, je suis dans la mesure, le juste milieu. Je pense que les extrêmes sont toujours dangereux. Mais pourquoi nous sommes dans cette situation? Ce pays est géré par rupture depuis 65 ans. Ce sont des ruptures institutionnelles chaque fois. Pourquoi sommes-nous dans cette situation? Devons-nous poser la question, quelles sont les causes de la crise multidimensionnelle du Mali? Est-ce que nous sommes en train de traiter les symptômes ou est-ce que nous sommes en train de traiter les causes? Parce que les mêmes causes, dans les mêmes conditions, vont produire toujours les mêmes effets. Moi, je pense que cette transition, qui est une période en deux pouvoirs constitutionnels, deux régimes
constitutionnelle est une parenthèse qui est propice aux réformes, toutes sortes de réformes. Et on a vu, moi je suis satisfait de la loi d'orientation et de programmation de la justice, par exemple, qui est en train de faire un travail remarquable. Qui date de quand? Mais je crois que c'est 2020-2024, si je ne m'abuse. 2020-2024, la LOPJ. Oui, mais avant d'aller un peu loin, M. Makalou, vous avez dit nous sommes dans le questionnement. 65 ans d'indépendance, toujours nous sommes dans le questionnement. C'est compliqué. Oui, mais c'est pour revenir à la question d'Abdraman. Vous savez, il faut que nous soyons à l'unisson. Comment? À l'unisson. Il faut que les Maliens se donnent la main. Vous savez, moi j'aime bien répéter cette phrase du président Modibo Keïta lorsque la Fédération du Mali a éclaté. Votre homonyme. Oui. Dans la nuit du 19 au 20 août 1960, vous saviez, on était avec le Soudan, avec le Sénégal, dans une république qui a volé en éclats dans la nuit du 19 au 20 août 1960. Et c'était l'entité la plus industrialisée de l'Afrique francophone. Vous imaginez? Et bien vrai que les unités industrielles étaient autour de Dakar, mais la matière première venait en grande partie du Soudan à l'époque du Mali, actuellement. Mais cela a volé en éclat. Le président Modibo Keïta donc, et ses compagnons, quand on les a mis dans les trains pour venir à Bamako et qu'ils ont proclamé l'indépendance, ils ont décidé de bâtir un pays. Au forceps, il n'y avait rien. Il y avait 15 cadres dans tout le Mali. 5 300 000 habitants dans tout le Mali. Et 15 cadres universitaires uniquement, dans tout le pays. Donc il fallait tout recommencer. Il a dit qu'il faut que les Maliens se donnent la main pour sortir notre pays des difficultés qu'il traverse en ce moment. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut encore que les Maliens... C'est-à-dire... Comment on peut se donner on peut se donner la main dans cette situation sécuritaire, surtout politique tendue? Dans la situation politique tendue, est-ce que les autorités travaillent à l'unisson, selon vous? Les régimes passent, les peuples de... Non, vous demandez l'unisson. Est-ce que, selon vous, le régime pose des actes pour aller à l'unisson? Bon, moi, je vois des forats qui se tiennent, je vois des discussions qui se tiennent. Je ne sais pas si ce sont des discussions, si c'est sur une base participative et inclusive. Moi, personnellement... l'observateur, tu dois savoir. Maintenant, c'est de la responsabilité des dirigeants de rassembler les citoyens. Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on est le leader d'un pays... La dissolution des partis est favorable pour un rassemblement? La dissolution des partis... La prorogation du mandat indéterminé du président est favorable pour un rassemblement? Tout ça, le contexte politique est favorable pour un rassemblement? Le moment du bilan n'est pas encore arrivé. Vous savez, quand il y a le bilan... mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura ce bilan-là, puisque tout est indéterminé, comme il l'a dit. On n'a aucune visibilité de la fête. Non, c'est ce que je veux dire. Si vous voulez juger... Ça, c'est bien. Vraiment, on voulait savoir. Vraiment, on voulait savoir, très sérieusement. Quelles sont les implications économiques de cette situation institutionnelle où le Mali est plongé, où on risque d'être plongé pendant beaucoup d'autres années encore? Moi, je vais vous dire, je vous ai dit, pourquoi nous sommes dans cette situation actuellement, c'est la mauvaise gouvernance. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment nous gérons et comment nous administrons notre pays. Et quand cela se fait, quand on est dans la mauvaise gouvernance, évidemment, ça conduit à des crises récurrentes. Et comment vous jugez la gouvernance aujourd'hui? Dans cette transition. La gouvernance, si on regarde... Elle est meilleure gouvernance. Non, je vais vous donner des chiffres concrets. Si vous regardez, par exemple, Transparency International, la lutte contre la pauvreté, ben vous savez... La corruption ou la pauvreté? Contre la corruption. En 2020, on était 129e sur 180. En 2023, vous savez où nous sommes? 136 sur 180. Ça veut dire qu'on a reculé. Et si je prends même les chiffres de l'OCLEI, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, vous savez, il avait été décidé qu'un certain nombre de personnalités déclarent leurs biens. Mais est-ce que vous connaissez la raison qui sous-tend la déclaration des biens? C'est pour lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite. Si votre patrimoine, quand on vous nomme quelque part, votre patrimoine, vous le déclarez, mais à la sortie, vous devez déclarer encore. Mais s'il y a un écart considérable, il va falloir que vous le justifiez. Si ce n'est pas en termes de salaire, de primes
d'héritage ou bien de l'auto que vous avez gagné, ça veut dire que vous avez pris cet argent quelque part. Mais maintenant, je vais vous donner un chiffre concret. Pour l'OCLEI, en 2020, 17% des personnes qui devaient déclarer leurs biens, il y avait 17%. Qui sont exécutés. Qui se sont exécutés. Aujourd'hui, c'est 4%. Donc on a reculé. On a reculé en termes de gouvernance sur ce plan. Mais par contre, si on voit quand même le procès qui s'est tenu par rapport à l'avion présidentiel et les équipements militaires, mais ça c'est une avancée aussi, parce que dans l'histoire du Mali contemporain, on n'a jamais vu autant de personnalités de cette qualité passer devant la justice. Ah si. Sous Alpha Oumar Konaré, il y a eu la lutte contre la corruption. Pas autant de personnes. Ah si, autant de personnes. Non, pas autant de personnes. Si, autant de personnes. Pas autant de personnes. Peut-être pas en termes de qualité. De cette pas qualité. En termes de qualité, mais en termes de membres. Il n'y avait pas d'officiers généraux qui sont passés. Il n'y avait pas de... Il n'était pas impliqué pour les dossiers qui avaient été engagés dans la procédure de cette qualité. Le procès crime économique. Crime quoi? Non, ça c'était un crime politique. Non, sous Alpha, il y a eu combien de procès de lutte contre la démocratie? D'accord. Monsieur Magalou. Vous avez des chiffres encore? Si vous avez des chiffres, vous pouvez les énumérer. Bon, je vais m'arrêter là. De façon pragmatique. Oui. Vraiment, le citoyen lambda, une question très simple. Et en réalité, avec toutes ces ressources-là, en Afrique de façon générale, mais plus précisément au Mali ici, nous avons de l'or, nous avons d'autres ressources minières, nous avons le coton. Mais en réalité, pourquoi nous ne décollons pas? Une réponse simple, quoi. Oui, et elle n'est pas malienne seulement, elle est africaine, mais on peut parler du cas du Mali. Mais vous savez, on va commencer par l'Afrique en général et puis le Mali en particulier. Vous savez, l'Afrique aujourd'hui, nous sommes 18% de la population mondiale. Il y a 1,5 milliard d'Africains. Il y a 1,5 milliard de Chinois. Il y a 1,5 milliard d'Indiens. Mais maintenant, l'Inde est devenue indépendante quand? En 1947. La Chine quand? En 1949. Le Ghana en 1957. Le Mali en 1960. Mais vous savez que le Fonds monétaire vient de publier les derniers chiffres, les dernières projections en 2025 sur les grandes puissances économiques en termes nominaux. Mais il y a 3 pays asiatiques, y compris l'Inde et la Chine. La Chine est 2e puissance mondiale. Et l'Inde, elle est 4e. Non, je parle de ces ressources-là, quoi. Et elles vont là. Non, je viens. Je veux dire que si vous prenez la Chine et l'Inde, quand ils ont eu leur indépendance, ces 2 pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé d'abord par la sécurité alimentaire. Comment nourrir les populations? La révolution verte. Mais en 2006, nous, on a fait venir quelqu'un ici, celui qui a fait la révolution verte en Inde. On l'a amené à l'office du Niger, mais il dit c'est un scandale. C'est pas possible qu'on ait un pays comme ça, avec autant de ressources, le delta du Niger, et puis deux des 10 plus grands fleuves d'Afrique, et puis encore qu'on ait des problèmes de sécurité alimentaire. C'est pas possible. Donc c'est pour vous dire que c'est une question de volonté politique, mais aussi de stratégie, de vision politique. Mais l'office du Niger, 1932, si les chiffres sont bons, oui. Depuis 1932. Oui. Depuis 2000, mais ça demande des moyens. Mais 1932, c'est sous la colonisation. Ah, voilà, la colonisation. Non, mais aujourd'hui, on est à moins de 20% d'exploitation de l'office du Niger. Mais parce qu'on a quand même mis en place, il y a une loi d'orientation agricole qui a été élaborée. Il y a une stratégie aussi qui a été mise en place pour l'investissement dans le secteur agricole. Vous savez, en 2003, les pays africains s'étaient réunis à Maputo, au Mozambique, pour décider qu'on doit investir au moins 10% des budgets dans l'agriculture. Mais vous savez que sur les 54 pays africains, il y a moins de 20 pays. Mais le Mali fait partie des pays qui respectent ce quota. Monsieur Morlou, les ressources qui sont là, elles ne sont pas intactes. C'est-à-dire depuis 1960, il y a l'extraction depuis, il y a l'exploitation depuis 1960. Pourquoi nous ne décollons pas? Ah non, il n'y a pas l'extraction depuis 1960. Et je vais vous dire, vous savez, tout est parti. Les ressources de l'Afrique. Bon, si nous parlons du Mali spécifiquement, vous savez, il y a eu le plan de développement économique et social qu'on appelle le plan quinquennal 1961-1965, qui est la base de tout au Mali ici. Et les dirigeants de l'époque ont décidé de consacrer 10% à la recherche minière. Et en 1961, c'est avec l'Union soviétique, l'Union des républiques socialistes soviétiques, qu'on a mis en place la SONAREB pour faire cette exploration. Et c'est ce qui a abouti à la découverte de ces grandes mines que nous sommes en train d'exploiter aujourd'hui. Mais aujourd'hui, comme vous le dites, nous sommes premiers producteurs de lithium en Afrique, le Mali. Vous le saviez? Que nous sommes premiers producteurs africains de lithium? On l'a entendu. Dans quelle proportion?
Non, mais il n'y avait qu'un seul pays qui produisait. C'était le Zimbabwe. Makalou, est-ce que ce ne sont pas les putsch qui ont plombé notre économie? Non, je veux dire, plongé notre économie dans le noir. Est-ce que ce ne sont pas les différents putsch qu'on a connus? les chiffres ne le disent pas, mais je peux vous dire une chose, que l'argent n'aime pas le bruit. L'incertitude est une épée de Damoclès sur l'économie, le climat des affaires. Ce n'est pas seulement les investisseurs internationaux, je parle des investisseurs nationaux. A beaucoup fui quand même. Mais bien sûr. Oui. Donc, si vous n'avez pas de lisibilité et de visibilité dans les politiques publiques, si les règles du jeu changent pendant le cours du match, évidemment, vous allez plomber les investissements. Et ce sont ces investissements qui font décoller les économies. Sur les cas avec les mines, les sociétés minières avec lesquelles le gouvernement a des difficultés, il paraît, semble-t-il, qu'on a tenté de changer les règles. Je n'ai pas les détails, mais je sais qu'il y a eu... Ce n'est pas la première fois qu'on vous pose la question sur les mines, alors que vous êtes un spécialiste, vous avez travaillé dans les mines, et vous refusez de nous donner la réponse. Ce que je sais. Il y a eu un audit minier. Je ne l'ai pas vu. Il y a eu un rapport provisoire. Le rapport final, moi je ne l'ai pas vu et je ne connais personne qui ait vu ce rapport final. Même les miniers disent qu'ils n'ont pas eu connaissance du contenu. C'est sur la base de cela que le nouveau code minier a été élaboré. Je pense qu'en lui-même, si ce n'était pas un régime d'exception... Le nouveau code là, c'est un espoir? Mais si ce n'était pas un régime démocratique, je ne pense pas qu'on aurait pu faire ce nouveau code. Parce que la pression aurait été trop grande des puissances occidentales. Parce que, vous savez, les ressources appartiennent à l'État et aux populations. Mais qu'est-ce que l'or... Ça, quand même, c'est au crédit mais qu'est-ce que l'or... du régime. Oui, absolument, du régime actuel. Actuel, bien sûr. Qu'est-ce que l'or nous a apporté? Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière pour que moi... Non, mais je termine juste avec les mines. Donc, vous avez dit, effectivement, la loi n'est pas rétroactive. Ça, c'est clair et net. Mais maintenant, c'est un processus de négociation. Dans la convention d'établissement, il y a toujours des clauses de renégociation. On se rappelle que dans le secteur de l'énergie, ATT à l'époque avait obtenu un terrain d'entente avec les partenaires de l'énergie malienne sans autant de bruit, sans autant de rupture. J'étais un des acteurs. Ah bon, voilà, voyez donc pourquoi ne pas passer par les mêmes... Mais vous savez ce qu'on a subi pendant cette négociation? Vous savez, on a dû leur payer de l'argent, plusieurs milliards, pour sortir d'un contrat léonin. Oui, mais est-ce que ce n'est pas... que nous n'avions pas signé à l'époque. Est-ce que ce n'était pas mieux que d'avoir aujourd'hui... je vous ai dit, l'argent n'aime pas le bruit. Bon, est-ce qu'on peut revenir en arrière pour faire comprendre? Il y a quelque chose que je n'avais pas bien compris par rapport à la lutte contre la corruption. Quelle interprétation faites-vous de cet écart qu'il y a entre la répression et la prévention de la lutte contre la corruption? Vous-même, vous avez dit qu'on n'a jamais vu autant de populations défiler devant les juridictions pour rendre compte, alors que quelque part il y a un peu on traîne sur d'autres moyens de la prévention. Quelle est l'interprétation qu'on peut en faire, et qu'est-ce que cet écart-là est vraiment participe d'une efficience de la lutte contre la corruption? Vous savez, nous avons un pays qui a des ressources limitées. Vous prenez notre budget actuel, il y a un déficit de 581 milliards. C'est-à-dire que les dépenses se chiffrent à 3 230 milliards de francs CFA et les recettes budgétaires sont de 2 649 milliards. Ça aussi, c'est prévisionnel. C'est prévisionnel. Évidemment, avec la fermeture ou la reprise de Lungoto, tout cela va jouer. Il y aura un impact certain. Oui. Donc maintenant, dans ce pays, vous savez, le revenu, le seuil de pauvreté est passé de 179 000 francs à 193 000 francs. Nous sommes à peu près à 500 francs par jour, presque 45%. Moins d'un dollar. Oui. Moins d'un dollar. 45% des Maliens vivent avec moins de cette somme, environ cette somme. Mais quand vous entendez que des montants ont été détournés, mais ça fait mal au cœur. Mais tout cela, c'est le siphonnage budgétaire, le manque de redevabilité. Et cela, on le voit sous tous les régimes. On le voit sous tous les régimes. Et on peut corriger ça par la prévention à travers la redevabilité, l'obligation de rendre compte. Mais nous avions quand même beaucoup travaillé sur la Cour des comptes qui doit pouvoir
examiner toutes les ressources publiques, y compris les fonds de souveraineté. Donc, mais encore faut-il former des magistrats financiers. Je suis ce procès, je vois des questions qui se posent, mais je me dis, mais... Oui, mais monsieur, je ne veux pas trop m'étendre cette lutte contre la corruption, mais dans un système, dans une corruption, un contexte, un environnement de corruption systémique, est-ce que quelque part aussi, beaucoup de ces pauvres-là aussi ne vivent pas du même système de la corruption? Mais vous savez, moi, j'ai toujours dit... il y a des couches quand même qui ne fonctionnent, parce que si c'est systémique. Il y a des couches, il y a des secteurs entiers qui ne fonctionnent que sur ça. Vous savez, vous connaissez le salaire minimum interprofessionnel garanti au Mali? 40 000. Depuis quand? Depuis janvier 2016. Alors, vous pensez que quelqu'un peut vivre avec 40 000 francs au Mali? Effectivement, non. C'est pas possible. Alors, c'est pourquoi. Donc, vous reconnaissez ce que j'ai dit, c'est systémique. Pour vous, la personne qui a le SMIC, comme vous l'avez dit, à 40 000 francs, qui loge par exemple à Niamana, qui est obligé de dépenser 30 000 francs par mois pour seulement son déplacement pour aller au travail. Vous voulez qu'elle vive de quoi? Elle vive de quoi? C'est ça. De corruption. Mais bien sûr. La corruption est systémique. Et surtout la petite corruption. Et surtout la petite corruption, le népotisme, le clientélisme. Et que faut-il faire selon vous? Non, moi je pense que... Il faut augmenter le SMIC sans moyen, il faut bien... Qu'est-ce qu'il faut faire? Même quand vous faites cela, vous savez, l'individu en lui-même n'est pas vertueux. Il faut... La prévention, le décret. Il faut des règles, la redevabilité, l'obligation de rendre compte. Vous parlez de redevabilité, l'obligation de rendre compte. Abdraman a parlé tout à l'heure de prévention. Dans le cadre de cette prévention, un décret a été pris en 2023. Est-ce que vous voyez le décret 0275 sur la dérogation il y a une dérogation spéciale sur beaucoup de marchés. Ça ouvre quand même la porte à beaucoup d'abus. Est-ce que vous avez connaissance de ce décret? Est-ce que c'est conforme à la loi? J'ai dit, est-ce que vous avez connaissance de ce décret? Vous avez connaissance de... Est-ce que c'est rétroactif? Est-ce que c'est conforme à la loi? Rétroactif. Est-ce que c'est rétroactif de 3 ans? Le décret a même été fait rétroactif. De 3 ans. Est-ce que c'est conforme au code des marchés publics? Que non. Sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Que non. C'est à vous de le dire. C'est à vous de nous dire qu'est-ce que vous pensez de ce décret et quelles peuvent être les implications et les... Bon, écoutez, moi, je ne sais pas si ce que je peux dire sur là-dessus, mais je pense que, évidemment, il faut faire extrêmement attention parce que, vous savez, il y a souvent, quand on est au pouvoir, on pense qu'on peut faire des choses qui ne vont pas nous rattraper. Mais il faut être extrêmement prudent. Moi, ce que j'ai vu quand même ces 30 dernières années dans l'exercice du pouvoir, c'est qu'il faut être prudent. Il faut penser à aujourd'hui et à demain, et ça vous évite certains écueils. D'accord, mais... on est sur un sujet très important. Allez-y. Un décret, est-ce que tu vois, qui concerne la vie publique, qui concerne la corruption, la transparence, il est en train de développer sur ce dérogation au champ d'application. Son analyse, son éclairage nous intéresse. De marché public. Moi, je vais vous dire, moi j'ai assisté en 2014 à un conseil des ministres, parce que le secrétaire général m'avait demandé de le représenter, où il y a une dérogation par rapport au code des marchés publics, par rapport aux armes létales. Et vous savez pourquoi on avait eu cette dérogation en conseil des ministres par rapport aux armes létales? C'est le secret de défense. Oui, parce qu'on mettait tout dans le secret de défense. Et lorsque la crise de l'avion présidentiel et des armements a développé, une crise s'est développée avec les bailleurs de fonds, le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Oui. Et c'est suite à cela, suite à ces négociations, qu'on est revenu à cette dérogation. À cette dérogation. Et c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, si vous faites beaucoup de dérogations, évidemment, vous allez droit dans Est-ce qu'on peut venir un peu sur l'emploi? Parce que vous savez que c'est un secteur quand même affecté par le départ massif des ONG et des partenaires du Mali. Il pourrait être davantage affecté par ce que Chana a abordé ici, par exemple la disparition de beaucoup d'unités industrielles, la fuite massive de nos investisseurs vers d'autres pays et autres là. Et c'est dans ce contexte qu'on entend du ministre des Finances, de la bouche du ministre des Finances, qu'en réalité nous sommes proches de plein emploi. Et quelle est votre interprétation, puisque les Maliens veulent être éclairés? Est-ce qu'il est en droit de dire que nous sommes
à 97% contre le chômage, ou bien est-ce que c'est... Je ne pense pas avoir entendu le ministre dire cela. Mais par contre, ce que le ministre a dit, c'est ce que ses services lui ont donné comme statistiques. Est-ce qu'elles sont bonnes, les statistiques? Elles sont bonnes, mais l'interprétation n'est pas bonne. Je m'explique. Il faut le clarifier, ouais. Parce que ça veut dire que nous arrivons à recenser les personnes qui cherchent activement un emploi. Il y a un observatoire. Donc ces chiffres sont tronqués, ne reflètent pas la réalité. Mais c'est le même cas au Burkina Faso et au Sénégal. Dans tous nos pays, nos instituts de la statistique utilisent cela comme statistique du chômage. Et ça vient du BIT, mais c'est une mauvaise interprétation. Mais c'est grossier parce que nous vivons la réalité, nous vivons le chômage. C'est vraiment grossier. Selon vous, comment il faudra réviser ces statistiques. Et comment évaluer selon vous le secteur? Comment il faut pour évaluer et donner une bonne lisibilité de ce phénomène? Moi, je vais vous dire, vous savez, on a un gros problème au Mali, c'est au niveau de l'emploi. Selon certaines estimations, 95% des emplois sont informels. Ouais. Et vous savez ce que cela implique? Ça veut dire que ce sont des gens qui travaillent dans la précarité. C'est clair. Les emplois précaires. Qui ne sont pas rémunérés. Même au niveau de la presse, c'est des emplois précaires. Qui ne sont pas couverts par le social. La sécurité sociale. Oui, mais la presse s'en sort mieux que certains secteurs. Ce n'est pas aussi que ça. Non, parce que certains s'en sortent mieux que d'autres, oui. Oui, d'accord, ok. Donc, vous êtes le quatrième pouvoir, donc on ne va pas contester cela. Et donc, c'est la précarité, le manque de protection sociale et aussi le travail dans des conditions vraiment indécentes. Ce qu'il nous faut, ce sont des emplois décents et durables. Comme dirait l'autre. Il y a une dizaine d'années... Des emplois sécurisés. Oui, il y a une dizaine d'années, on nous disait qu'il y a 300 000 jeunes qui sortaient des écoles et des universités chaque année. Combien ont des emplois? C'est multiplié. Mais la fonction publique ne peut plus, elle est saturée. Et pour revenir à votre question, le salaire... Mais la fonction publique est mal adaptée à la réalité. Absolument. Une adéquation entre l'emploi et la formation. Mais vous savez que l'État a fait d'énormes... le pacte de stabilité et de croissance sociale et de croissance. Vous savez que l'État a augmenté la masse salariale. Et qu'aujourd'hui, au lieu de 35%... que les recettes fiscales représentent 35% de la masse salariale, nous sommes presque à 50%. Pour moins de 200 000... La norme, c'est 35%. 35% dans le mois, mais pour moins de 200 000 personnes. Et vous savez qu'un tiers des recettes budgétaires sont affectées à la masse salariale. Donc l'État fait des efforts, parce que, je l'ai dit encore, je le répète, la paix sociale n'a pas de prix, mais elle a un coût. Mais cela se fait maintenant au détriment des investissements publics. Les routes dont vous parlez. Absolument, absolument. Les centres de santé, les écoles. Hélas. Donc comment faire? Donc, alors que nous avons parmi les salaires les plus bas de la sous-région, peut-être en dehors du Burkina et du Niger, au Mali, dans la fonction publique et des collectivités territoriales. Donc, évidemment... La sécurité engloutit une part énorme du budget. C'est le premier poste de dépenses, entre 22 et 25%. Mais n'oublions pas que le deuxième poste, ce sont les enseignements. Mais où sont les résultats au niveau des enseignements? Et chaque fois, nous perdons des hommes et nous perdons de matériel. Il faudrait renouveler encore ce matériel que nous perdons de façon régulière d'ailleurs. Mais il y a cela qui est vraiment désolant. Mais évidemment, les gens font, les forces de sécurité ont une tâche quand même régalienne sur l'étendue du territoire. Ce n'est pas facile. Ce sont des gens qui quand même donnent leur vie tous les jours pour nous protéger. Mais nous avons quand même au moins 2000 écoles qui sont encore fermées. Et vous imaginez l'impact que cela a sur la jeunesse et sur l'avenir de notre pays. Alors que nous avons l'un des indices de développement humain parmi les plus faibles au monde. Cela veut dire quoi? C'est un indice composé, un indice composite, c'est-à-dire il y a trois déterminants, le revenu par habitant, l'accès aux soins de santé et puis le taux de scolarisation. Les trois pays du Sahel ont parmi les taux les plus faibles. Et avec cette insécurité, nous sommes en train de renforcer cela, alors que nous avons les populations les plus jeunes au monde. Dans nos trois pays, la moitié de la population a moins de 14 ans. Et nous avons les taux de démographie les plus élevés au monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Au Niger, par exemple, vous avez 6 enfants par Cela m'inspire une question. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que notre taux de croissance économique, et vous savez, dans nos anciennes politiques de développement,
L'objectif, c'était d'avoir un taux de croissance économique de 7%. C'est-à-dire que le PIB augmente de 7% chaque année. Mais on n'a jamais, on a eu en moyenne 5%. On est dans la question du chômage, la problématique du chômage et de l'emploi. Oui. Est-ce qu'on a intégré le recrutement au sein de l'armée? Parce que l'armée quand même recrute beaucoup par rapport aux chiffres du ministère. Est-ce qu'il s'agit c'est cette masse salariale que je suis en train de vous exprimer. On était à peu près à 800 milliards il y a peut-être 3 ou 4 ans. Mais aujourd'hui, on est à plus de 1055 milliards. En termes salariaux? Oui, de termes salariaux sur le budget de l'État. Ce que les recrutements que les services publics sont en train de faire, que l'État central et les collectivités sont en train de faire. Ouais. Donc, ça affecte le fonctionnement de l'État et surtout les investissements. Donc, juste pour revenir à la croissance économique, nous avions un objectif de 7%. Nous n'avons jamais dépassé 5% en moyenne. Mais le taux de démographie, c'est entre 3 et 3,5%. Et l'inflation, au moins 2%. Donc, c'est pour cela, évidemment, que ça ne sert à rien. Oui, d'accord, effectivement. Dans ce cas, tel que vous avez dit, ce que vous venez d'évoquer comme difficulté des 3 pays du Sahel, qui ont à peu près les mêmes difficultés, qui rencontrent les mêmes difficultés, le Mali avec un peu plus de difficultés parce que les 2 produits générateurs de devises pour le pays sont en difficulté, tels que l'or et le coton. Et je pense qu'au Niger aussi, c'est la même chose. Je vais vous poser une question que j'ai déjà posée sur ce plateau à d'autres. C'est quel atout repose notre audace de nous prendre, de nous dissocier de la CEDEAO? Ben, vous savez, moi je suis quand même un partisan du panafricanisme. Kwame Nkrumah a dit, diviser nous sommes faibles. Avec des approches économiques, certainement. Parce que je viens de diviser nous sommes faibles, unis, l'Afrique pourrait être pour de bon une des forces de ce monde. Et c'est ce qui a amené la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, en mai 1960, 25 mai 1963 à Addis Abeba. Oui. Et dont la continuation est l'Union africaine en 2000 à Sirte. Maintenant, vous avez l'Union africaine qui a 54 États membres. Et vous avez les communautés économiques régionales géographiques, qui sont des entités de l'Union africaine. Et la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est l'entité géographique régionale, la communauté économique régionale géographique de l'Union africaine pour l'Afrique de l'Ouest. C'était pour les 15 pays. Et vous, maintenant, vous le dites, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui vient de se retirer de la CEDEAO, avant la CEDEAO, avant le retrait de ces 3 pays, de nos 3 pays, la CEDEAO, c'était 420 millions d'habitants, 5 100 000 km². Donc, si on avait même pris la CEDEAO avec 15 pays comme un État, c'était la 18e puissance économique au monde, malgré toutes les tares, tout ce qu'on peut dire. Maintenant, l'AES, c'est 70 millions de personnes, c'est 2 800 000 km², des pays qui ne sont pas complémentaires, qui ont les mêmes difficultés, qui sont similaires. Mais là encore, on peut créer des synergies, mais maintenant, la cohabitation avec la CEDEAO doit nécessairement se faire. On est dans le même espace géographique. Personne ne va déménager. Oui, mais quels sont nos il faut qu'il y ait des passerelles. Pas de cohabitation, mais aussi, il y a un truc de compétitivité qu'il faut face à d'autres, à un ensemble régional quasiment rival. Et donc, qu'est-ce que vous... Non, attendez. Vous savez, nous sommes membres de 2 importantes organisations sous-régionales d'intégration parmi les plus efficaces d'Afrique. Le plus ancré. On parlait d'abord de la CEDEAO, le retrait effectif, mais maintenant, vous n'avez pas parlé de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les 8 membres de l'UEMOA faisaient partie des 15 membres de la CEDEAO. Et la CEDEAO était divisée en 2 zones monétaires. Les 8 pays qui ont le franc CFA, Union monétaire ouest-africaine, UMOA, et la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ZMAO, pour les 7 pays qui ont leur monnaie nationale. Maintenant, tous les pays de l'UEMOA étaient membres de la CEDEAO. Maintenant, il y en a 3 qui se sont retirés de la CEDEAO, mais les 5 de l'UEMOA sont toujours membres de la CEDEAO. Et maintenant, les accords de libre-échange que nous avions avec la CEDEAO, nous les avons toujours avec les 5 autres pays qui sont dans l'UEMOA. Donc, pourquoi cela ne va pas nous impacter autant?
Si je vous prends le cas du Mali que je connais. On a le CFA en commun. On a le CFA en commun. Mais la difficulté encore là, c'est qu'en 2027, en principe, nous allons vers une monnaie unique de la CEDEAO. Ce qui va faire que le CFA va disparaître. De disparaître si l'éco est créé. Mais les autres monnaies nationales aussi vont disparaître. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser la question la dernière fois. Où chaque pays va créer sa monnaie, où on va créer une monnaie. Et parlons de où on va intégrer notre appartenance à l'UEMOA. Donc je termine. Donc l'UEMOA maintenant, si je prends le cas du Mali, nos deux premiers partenaires économiques sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc rien n'a changé. Ça c'est autre chose, mais que nous sommes dans l'UEMOA avec quoi? C'est ça le problème. Quels sont nos atouts? Vous-même vous venez de le dire, que nous sommes en deçà des critères de convergence, même de cette union aussi. C'est ça, et les trois pays sont en deçà des critères de convergence. C'est deux des 5 critères. Les 5 critères, voyez-vous, non? Est-ce qu'on n'est pas en train, par rapport même à notre truc avec la CEDEAO, de l'UEMOA avec la CEDEAO, de tirer l'UEMOA vers le bas? Bon, c'est normal parce que nous sommes dans des situations particulières d'insécurité. Mais parce que, vous savez, si nous n'avions pas cette solidarité, cette résilience des trois économies de l'AES, mais écoutez, je crois que n'importe quel autre pays aurait implosé. Mais nos économies tiennent moins bien que d'habitude, mais qui tiennent quand même. Mais on oublie un facteur, mais c'est la diaspora et les recettes d'exportation. L'or n'a jamais été affecté par la crise. Qui peut me dire qu'on a arrêté les exportations? Non. Ça n'a jamais été, depuis 2012. Makalou, parlons de l'économie malienne. Non, mais du trésor public où Abdraman a des mandats qui ne sont pas payés. Où les enseignants ne sont pas payés. Les enseignants, j'ai dit les enseignants des écoles privées. Les écoles privées n'ont pas été payées, certains depuis 12 ans. Est-ce que ça peut continuer? Et la presse n'a pas son aide depuis... Bon, la presse a même oublié, a fait le dû de cette aide publique. Je vous ai dit que les recettes dans la loi de finances initiale étaient de 2649 milliards sur des dépenses de 3230 milliards. Cet écart, c'est 581 milliards. L'année dernière, c'était 683 milliards. La différence, on tire ça du marché financier. Et l'emprunt. C'est de l'emprunt qui est de la dette publique avec les intérêts. Et malheureusement, pourquoi on ne continue pas toujours avec les emprunts pour pouvoir payer la dette intérieure? Parce que c'est ce qui fait vivre aussi l'économie. Non, la dette intérieure, c'est autre chose. Il faut payer la dette totalement. Et en Afrique aujourd'hui, vous savez... Quand je parle de dette intérieure, il s'agit des dettes arriérés intérieurs. Les arriérés intérieurs. Les arriérés intérieurs, c'est-à-dire les opérateurs économiques, les fournisseurs. Les prestations que vous aviez fournies. C'est ça. Et qui n'ont pas été... Mais moi, j'ai demandé à me payer jusqu'à présent. Oui, mais parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout cela. Mais je crois qu'il y a eu des dispositions, en tout cas, il y a eu une déclaration qu'il y aurait quand même plus de 200 milliards qui seront payés bientôt. Quand? En tout cas, c'est ce qui est... Mais, monsieur Magalou, oui. Aujourd'hui, l'ordre mondial change sous nos yeux, avec beaucoup de bouleversements dans le monde. Quels seront ces impacts-là sur nos économies déjà faibles? Mais vous savez, déjà, l'Afrique même est en difficulté. Vous savez, le multilatéralisme est en train de se disloquer. L'Europe est en difficulté. Les 27 pays de l'Europe sont à l'unisson pour faire face aux géants, la Chine, et puis les BRICS, et puis les États-Unis d'Amérique, parce que vous avez cette nouvelle administration américaine qui est là. Les États-Unis et les BRICS là, ils ne veulent pas quand même l'Europe, hein? Non, ils ne valent pas l'Europe, mais c'est un autre regroupement parce que vous avez quand même l'Inde et la Chine. L'Inde est deuxième, troisième. Vous avez l'Inde dedans. Quatrième puissance mondiale. Vous avez l'Inde dedans. La Russie. Vous avez la Chine, deuxième. Vous avez l'Inde, deuxième puissance économique. Vous avez l'Inde, quatrième puissance économique. Vous avez le Brésil, 10e puissance économique. Et vous avez la Russie, 11e puissance économique au monde. Ce n'est pas rien dans les BRICS. C'est pas rien, mais... Donc, ils peuvent coordonner parce que c'est le nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Absolument. Parce que si vous voyez même les projections du FMI, l'ordre mondial maintenant... Vous dites que le multilatéralisme est en train de disparaître. Est-ce qu'on va vers le bilatéralisme alors? Mais c'est ce qu'ils veulent faire, mais ce n'est pas à notre avantage. Nous, Africains, nous avons besoin de nous retrouver. Parce que la devise du conquérant, c'est quoi? Diviser pour régner. Est-ce que nous comptons
pour pouvoir influer cette politique qui se dessine. Si nous sommes 1,5 milliard, oui, notre voix va compter dans le monde. C'est ce que Kwame Nkrumah a dit. Et c'est à travers la zone de libre-échange continentale. Le Mali mise beaucoup sur le bilatéralisme. Depuis un certain temps, au nom de notre souveraineté de ce pays-là, les gens sont en train de miser. Le Mali n'a jamais dit qu'il n'était pas partisan. Je n'ai connu aucun président, en tout cas aucun chef d'État malien qui a dit qu'il était contre l'intégration africaine, y compris ce régime. Non, on ne parle pas d'intégration, on parle du bilatéralisme. Le fait de quitter même la CEDEAO est un obstacle à l'intégration africaine. On n'a pas quitté l'Union africaine. Mais on a quitté la CEDEAO. Non, mais les discussions sont en cours avec la CEDEAO. Est-ce que les discussions sont finalisées? La CEDEAO est une base de l'Union africaine. Est-ce qu'il y a des sur le regroupement politique? Est-ce qu'il n'y a pas des passerelles plus avancées? Est-ce qu'il n'y a pas des passerelles actuellement entre l'AES et la CEDEAO? Il y a des passerelles. Il y a des négociations en cours. Mais en même temps, il y a la libre circulation qui est valable. Selon vous, le principe de subsidiarité va se gérer dans ce cas? C'est ça la question fondamentale. Parce que les organismes d'intégration sous-régionale, il y a le principe de subsidiarité qui revient à la CEDEAO. Ça veut dire que c'est la CEDEAO qui prenait les décisions pour l'Afrique de l'Ouest, comme je l'ai dit, parce que c'est la communauté économique régionale géographique pour l'Union africaine. Mais maintenant, dans nos discussions avec la CEDEAO, il faut que cela paraisse. Est-ce que vous voulez dire qu'au niveau de l'Union africaine, l'entité AES ne serait pas reconnue? Et qu'on va être chapeauté toujours pour la CEDEAO? C'est à moi de dire ça, c'est au président de la Commission de l'Union africaine qui va... Je vous pose la question. Et à notre chef d'État. Makalou, je vous pose la question. C'est sûr que ces discussions ont lieu déjà avec la CEDEAO. En dépendant des résultats, enfin, ça va être finalisé bientôt, on va savoir ce qui a été décidé avec la CEDEAO. Et ensuite, ce sera avec l'Union africaine, certainement. D'accord, nous sommes déjà à 10 minutes de la fin. Nous allons au réquisitoire, monsieur. Non, le temps file. 10 minutes, vous dites? 10 minutes presque. Une question, s'il vous plaît. Ah oui, là, on va le temps. Non, c'est pas grave. C'est une question. Il y a une question qui me tarote depuis que je venais ici. C'est des questions bancaires. Oui. Les citoyens remarquent depuis un certain temps qu'il n'y a que des vieux billets de banque dans la circulation. Des vieux billets, des vieux coupures. Moi-même, j'ai remarqué. Vous avez remarqué, et tout le monde a remarqué. Même dans les banques, vous n'avez plus de coupures neuves encore. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle lecture peut-on faire de ça? Quand à cela s'ajoute encore le fait que nous entendons depuis un certain temps que certaines banques sont en train de rentrer dans leurs hypothèques pour les vendre, pour des ventes forcées. Partout, ils ont proposé à la vente beaucoup d'hypothèques. Ils sont par exemple 3 milliers d'objets à vendre au nom de ces banques. Quelle interprétation économique doit-on faire de ces phénomènes-là? Est-ce que c'est parce que est-ce que c'est parce que les entreprises sont de moins en moins solvables? Oui, les créances douteuses et litigieuses ont augmenté au niveau du secteur bancaire. Et le secteur bancaire connaît quelques difficultés parce que ce sont les États aussi qui se refinancent auprès du secteur bancaire au détriment de vous et moi et des entreprises. Les entreprises sont en difficulté. Je vous ai dit, l'argent n'aime pas le bruit. Vous savez, le marché financier dont on parle, quand il y a des emprunts, les titres publics, les banques préfèrent acheter les titres publics parce que au moins, ce sont des titres souverains et généralement, les États ne font pas faillite. Et puis, la rémunération sur les emprunts souverains sont très élevées. Le Mali emprunte vers 9% actuellement. C'est de la folie, c'est énorme. C'est énorme. Alors que le taux directeur de la Banque centrale, le taux auquel la Banque centrale prête aux banques commerciales, est de 3,5%. Et le taux interbancaire... Est-ce qu'on est obligé de le prendre à 9%? Sur le marché financier, il y a le risque, il y a la prime de risque qui est inclus. Les pays ne sont pas logés à la Cela veut dire que le Mali le prend à 9%, la Côte d'Ivoire peut l'avoir à 5%. C'est clair, c'est plus sûr, c'est plus rassurant. Monsieur Abdelrahmane, il faut assurer avec votre réquisitoire. Mais il n'a pas fini de... Oui, je vais répondre. Mais vous savez, les billets de banque, ça coûte excessivement cher à produire. La BCEAO dépense environ 50 milliards chaque année uniquement pour la production et le transport des billets de banque, c'est-à-dire les produire et puis les dispatcher entre les États. 50 milliards. 50 milliards chaque année. C'est le coût de production et de distribution des billets de banque. Et les petites coupures, elles s'usent très rapidement. Mais maintenant, ça c'est l'aspect technique. Maintenant, vous êtes dans des pays où vous entendez à longueur de journée des gens dire la monnaie nationale.
On va créer une monnaie demain, on va créer ceci demain. Il y a des gens qui impriment même enfin, qui publient même, diffusent des photos. Effectivement, des spécimens. On s'amuse pas avec la création monétaire. La monnaie, c'est la confiance. La monnaie fiduciaire, fiduciaire, c'est du latin, ça veut dire la confiance. Donc, quand vous créez l'incertitude, vous me faites monter les enchères, vous me faites monter le loyer de l'argent. Et c'est la BCEAO qui est chargée de renouveler ses billets et qui est chargée de superviser le système bancaire et financier. Mais si de plus en plus il y a des clameurs de ce genre, évidemment, il y aura une politique attentiste envers ces pays. Donc moi je pense que finalement c'est aussi coûteux de changer les billets de banque, mais je l'ai remarqué, il n'y a que des grosses coupures. Oui, et puis les pièces d'argent. Une dernière question, parce que les pièces d'argent, les gens ne veulent plus les cartes, ça plombe l'économie encore. Et récemment, on a vu sur les réseaux sociaux des terroristes avec beaucoup de milliards de francs CFA. Est-ce que ça ne peut pas, est-ce que ce n'est pas une des raisons des vieux billets? Est-ce que les billets neufs ne sont pas avec les terroristes? Non. Et il semblerait que c'est l'argent d'une banque de la place. C'est un fourgon qui a été attaqué. Hein, un fourgon qui a été attaqué. Est-ce que vous connaissez le nom de cette banque? Le montant, j'ai dit 500 millions. Mais c'est arrivé en Guinée aussi. C'est arrivé en Guinée récemment. En Guinée aussi? Oui, ils ont attaqué un fourgon et il n'y avait que des billets de 20 000 francs guinéens et puis qui ont disparu dans la nature. Donc ces billets sont entre les terroristes. On va pour les réquisitoires. Voilà. Allez-y. Monsieur le Président, vraiment, je suis comblé d'avoir un invité comme Makalou, qui est resté vraiment dans son indice avec beaucoup de dignité, qu'on rencontre rarement chez les cadres maliens aujourd'hui. Il s'est exprimé avec beaucoup d'objectivité dans ses approches des questions posées ici. Je ne vois pas de raison de le retenir dans les liens de la condamnation. Vraiment, il mérite d'être libéré, non seulement pour nous avoir édifié, pour avoir édifié notre public, et de l'avoir fait avec la manière, avec beaucoup de retenue, avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de dignité, beaucoup de franchise dans les approches. Je pense que vraiment cela doit être récompensé par une libération tout simplement. Merci bien, M. Guetta. El Hadj. Oui, Monsieur le Président, les questions économiques sont des questions aussi scientifiques. Oui. Sont des questions techniques. Et notre invité, très honnêtement, nous a convaincus. Il est à l'aise dans son domaine. Qu'on parle de mines, qu'on parle du secteur primaire, du secondaire, tertiaire. Vraiment, il dit des choses insensées. Même l'élève du fondamental peut comprendre. Il n'est pas dans le pédantisme. Il n'est pas là pour essayer de nous noyer avec des gros mots, avec des options, avec des... Non, de façon technique, simple. Et nous voyons notre vécu à travers ce qu'il dit. Nous voyons la réalité à travers ce qu'il dit. Il est correct. Il dit ce qu'il est. Sans jugement de valeur, sans une position politique. Non. C'est-à-dire qu'il dit ce qu'il est. Que ça plaise ou pas. Il n'est pas porter des gants pour ne pas fâcher ou pour contenter quelqu'un. Non. Il dit ce qui est. Ce qui est. Il faut la quitter, Monsieur le Président. Merci, El Hadj Takiou. Vraiment, je suis à l'aise et je me range vraiment derrière ces deux réquisitoires. Monsieur Makalou, vous êtes libre. Merci. Donc, votre dernier mot. Je remercie le grand jury. C'est toujours un plaisir renouvelé. Moi, à l'instar de John Maynard Keynes, qui est l'un des plus grands économistes du XXe siècle, il disait, John Maynard Keynes, il disait que l'économiste doit étudier le présent à la lumière du passé afin d'éclairer l'avenir. Et j'espère que j'ai été dans son sillage. Je vous remercie, c'est un plaisir encore. Merci bien, merci M. Makalou, merci M. Keita, merci El Hadj. Vraiment, notre invité est à la hauteur. Merci pour tous ces éclairages.
Et vraiment, je pense que les téléspectateurs sont vraiment comblés ce soir. Merci Magalou. Merci à vous. Donc merci à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, on était à la réalisation avec Désiré Dako, au son Sera et Kamara, et à la diffusion Bouakar Diarra sous la supervision et de la direction. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro du Grand Jury jeudi prochain. Merci et à bientôt.